La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve. Merci d'être fidèle à notre semaine politique avec mes confrères de Paris Match, d'Europe 1 et du JDD. Arthur Delaborde, journaliste politique à Europe 1, Robin D'Angelo, journaliste au service politique du Journal du Dimanche, et Bruno Jeudi, éditorialiste politique et rédacteur en chef à Paris Match. Je le disais, l'actualité de la présidentielle, elle était immanquable hier avec cette allocution d'Emmanuel Macron. Le président, désormais vraiment candidat, a tenu le micro pendant plus de 4 heures. Une des questions posées, c'était: le président est-il de droite ou de gauche? Ça fait 5 ans que où on me dit ça n'existe pas parce qu'il dit qu'il est en même temps, ou qu'on dit ça tirerait plutôt à droite ou ça retire plutôt à gauche. J'assume sur ce sujet, pour toutes celles et ceux qui en convoquent les mannes et les lards, d'être assez gaulliste. Dans le programme que je viens de vous dire, la volonté que je viens d'exprimer, il y a immanquablement des réformes, des ambitions que vous pourriez qualifier comme venant et autant d'inspiration de gauche, d'autres d'inspiration de droite. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. Arthur, qu'est-ce qu'on doit penser de cette... Finalement, il continue sur une ligne qui a quand même plutôt bien fonctionné pour lui. C'est quand même cette stratégie-là qu'il a mis au pouvoir. Et je pense que c'est aussi habile de le faire en ce moment. Avec, on voit que les autres candidats ont quand même de la peine à ce que prennent vraiment leur campagne, en tout cas à créer une dynamique qui peut véritablement le concurrencer lui sur le premier tour. Donc c'est comme sa volonté affichée de peut-être laisser une place à Valérie Pécresse dans son futur gouvernement. C'est plutôt bien joué. On sait que ses adversaires politiques comme Éric Zemmour ont multiplié les attaques sur ce thème-là. Ils surfent un peu là-dessus. Bruno Jeudi, vous et moi qui avons un âge plutôt canonique par rapport à ces deux petits jeunes dans le studio. 6e élection présidentielle. Il y a un côté, là en l'occurrence, totalement gaullien ou gaulliste, même dans sa façon de parler, en disant « je m'en fiche royalement, présidentiellement ». Non. 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 Moi, d'abord, je cherche peu à comparer dans le temps. Je pense qu'on est à une autre époque et qu'Emmanuel Macron adore qu'on le compare au général de Gaulle, aime moins qu'on le compare à Mitterrand, même si pour moi, il y a plus du Mitterrand que du de Gaulle chez lui. On pourrait aussi le comparer à Giscard, parce que franchement, ce qu'il nous a fait hier en 4 heures, en gros, il nous a fait son bilan comme disent de projet. C'était quand même le changement dans la continuité. Je vous rappelle que c'était le slogan de Valéry Giscard d'Estaing en 81, comme celui de Georges Pompidou qui succéda au général de Gaulle. Donc il y a peut-être plus de Giscard et de Pompidou que de Gaulle et de Mitterrand dans sa prestation d'hier. Emmanuel Macron est clairement le grand favori de cette élection. Mais enfin, quand on regarde les choses, finalement, il s'est lancé en campagne. Alors, la guerre prend toute la place, les autres râlent, c'est comme ça. Mais c'est lui qui prend toute la place également avec la guerre, puisqu'il est à la fois candidat et on ne va pas lui reprocher de s'occuper de la guerre. Après, quand on regarde dans le détail, le chef de guerre Macron, qui a beaucoup profité de l'effet drapeau en entrant en campagne, en gros, il est passé de 25 à plus de 30%, ce qui est quand même incroyable. On attend éclair d'ailleurs. On attend éclair, absolument, vous avez raison. Là, il y a un reflux quand même. Depuis une semaine, il perd grosso modo, suivant les instituts, et on va s'en tenir au rolling match... Rolling IFOP Paris Match, il perd 3 points là dans la semaine. Donc on voit bien à la fois qu'il y a un petit effet sur l'affaire des retraites. Je pense qu'il perd un petit peu à gauche. L'âge de départ à 65 ans. Il perd un petit peu à gauche. Et puis, je ne sais pas, mais moi je pose comme aussi hypothèse le côté refuser de débattre. Ça énerve aussi une partie de la droite qui hésite pour ceux qui hésitent encore entre Pécresse et Macron, ça peut aussi en énerver, et du coup, donc voilà. Après, le camp macroniste est extrêmement zen, extrêmement tranquille. Il fait une entrée en campagne sans sans effet waouh. Il pose des choses qui vont être dures socialement. Ça va être l'affaire des retraites. Il n'a pas voulu la faire entre 2017 et 2022. Il faudra qu'il fasse sur le prochain mandat. Et 65 ans, c'est jamais facile à passer. Sur l'histoire des profs, ce sera pas simple non plus de réformer l'école telle qu'il le veut. On va venir aux annonces. Mais j'allais dire, en tous les cas, là, c'est intéressant, c'est que le chef de guerre laisse la place au candidat. On voit que le candidat va reculer un petit peu dans les sondages. Est-ce que ça changera fondamentalement la donne ? Je ne le crois pas, mais il faut quand même surveiller. Et on verra surtout à qui ça profite
derrière, parce qu'ils sont nombreux derrière encore à avoir quelques espoirs. Justement, Robin d'Angelo, vous qui suivez surtout l'extrême droite pour le journal du dimanche, bon, voilà, la candidate pour l'instant favori pour le deuxième tour, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, ça arrange évidemment Emmanuel Macron. Alors du coup, quand là, il va parler en disant qu'il n'est ni à droite ni à gauche, l'examen de ses propositions montre quand même clairement que ça penche à droite, que ce soit la retraite à 65 ans, la refonte de l'assurance chômage, enfin c'est un cas. La réforme du RSA. La réforme du RSA, ouais. C'est quand même il faut travailler un peu quand même. Le clin d'œil à Valérie Pécresse qui pourrait, pourquoi pas, intégrer un de ses gouvernements. Donc on voit qu'on est évidemment dans une stratégie aussi politicienne. Faut dire aussi qu'il n'a pas grand-chose à dépecer à gauche. Et c'est sûr qu'il va pas aller sur le terrain de Mélenchon, perçu comme une gauche radicale. Et qu'est-ce qu'il va aller voler à Hidalgo 2%. Donc bah voilà, c'est évidemment logique qu'il soit sur ce secteur-là. Et ce que je remarque aussi d'intéressant, c'est aussi quand même des clins d'œil au Rassemblement national, parce que quand il propose les visas pour les pays des visas qui seraient restreints pour les pays refusant de reprendre les OQTF, bah voilà, c'est quand même quelque chose. L'obligation de quitter le territoire. Exactement, voilà. Pour les personnes en situation de clandestinité, bah c'est évidemment plus sur le terrain peut-être de Le Pen ou Zemmour qui se positionne. Et d'ailleurs, c'est une stratégie au long cours qu'on avait déjà vu quand Darmanin avait accusé Marine Le Pen d'être trop molle sur les questions d'islamisme. Sur les questions d'islamisme. En tout cas, vous parliez effectivement des annonces, je ne vais pas les répéter. La retraite à 65 ans, mais ça on le savait déjà. La réforme du RSA, c'est intéressant, avec une obligation de travailler un peu pour compenser. Des aides familiales directement versées sur le schéma du prélèvement à la source. Le programme, en tout cas, qui prête à confusion, puisque beaucoup disent qu'il est pompé sur les autres. À cela, Macron rétorque. Attention les oreilles, ça s'appelle l'effet boomerang. Si à ce point, ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère ? C'est leur problème, pas le mien. J'agis de manière constante, le projet que je porte est cohérent avec l'ambition que je porte depuis 5 ans. Je vous dis que sur certaines mesures, certaines réformes, je souhaite, avec un axe clair qui est fidèle à la philosophie et à la lumière des crises que nous vivons, emmener le pays. Moi, c'est pas mon problème de savoir si ça ressemble chez les uns ou ça ressemble chez les autres. C'est leur problème à eux. Ce qui m'importe, c'est de convaincre les Français et qu'ils s'y retrouvent. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est pas de votre faute. C'est pas de ma faute, c'est la faute. Il réécrit un peu l'histoire. Il fait de la politique. Il est assez malin pour le faire, avec un petit côté pas arrogant, mais moqueur. Parce que bon, les 65 ans, il pouvait les faire pendant les 5 ans qui se sont écoulés. Hein, il l'a pas fait. Hein, donc, et en plus, il avait même théorisé de pas le faire. Alors que son Premier ministre d'avant, Édouard Philippe voulait le faire. Donc, donc là, pour le coup, il n'a aucune excuse. Et là, aujourd'hui, il est obligé de le faire parce qu'il faut quand même donner quelques gages à la BCE, parce qu'on a quand même quelques économies, et repousser l'âge de départ à la retraite, c'est l'assurance quand même, d'abord, de combler le déficit qui est à l'horizon 2030, je rappelle, serait de 13 milliards. Donc, il est peut-être quand même temps de faire quelque chose. Donc, bon, là-dessus... En 2017, tous les candidats à la primaire de la droite étaient pour les 65 ans, hein, je le rappelle. Donc, Valérie Pécresse l'a naturellement repris. Bon... Franchement, la réforme du RSA, moi je trouve ça bien, mais c'est juste dans la continuité de ce qu'avait fait Sarkozy-Wauquiez. Par contre, ce que vous avez dit sur le prélèvement à la source pour les... Ça, c'est plutôt une mesure de gauche. Quand même, ça, c'est plutôt une mesure de gauche. C'est là où il est assez malin et qu'il patine un peu sur ses deux jambes. C'est très astucieux. Il n'y a pas beaucoup de trucs énormes. Mais socialement, ce sera quand même un projet à mettre en œuvre et ça demandera de la force politique. Il en aura sans doute s'il est réélu. Arthur de Laborde, vous avez suivi ce long programme. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce que vous trouvez ça... comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez le président rétorquer de cette façon ? Bah, effectivement, c'est aussi un des avantages de se lancer après tous les autres candidats. Finalement, avec 31% d'intention de vote au premier tour. Exactement, il dévoile son jeu, il va piocher un peu dans les programmes des uns et des autres, même si évidemment il s'en défend. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Bruno sur la question de la cohérence. On le voit aussi sur le nucléaire, où il a quand même changé de braquet après avoir fermé Fessenheim. Finalement, il propose un plan de construction de centrales.
Donc, à la fois, il assume ce qu'il a fait tout en nous vendant quelque part une cohérence qui n'est pas forcément sur TF1 évidente. d'ailleurs à expliquer son changement de pied sur le nucléaire. J'ai trouvé que c'était assez difficile pour lui. Là. Oui, il a été en difficulté alors qu'il a été plutôt bon dans l'exercice sur TF1, mais sur la question du nucléaire, là on a senti qu'il ramait un peu, effectivement. Robin d'Angelo pour JDD. Sur cette idée aussi qui prennent des idées à droite à gauche, c'est quand même aussi habile sa réponse, parce que Zemmour a dit dans cette campagne, tout le monde s'accuse de voler les idées des uns des autres. C'est surtout qu'il n'y a pas d'idée non plus extraordinaire dans cette campagne. C'est ça, voilà. Donc Le Pen accuse Zemmour de le piller, et vice versa. Puis Le Pen accuse Pécresse de le piller. Enfin, donc quand il n'y a pas d'idée extraordinaire, ça veut aussi dire que tout va bien d'une certaine manière. Non, je crois pas. Non, je crois pas, Pierre. Je pense que d'abord, vous disiez tout à l'heure, on a un âge canonique, donc 6e campagne, et moi j'ai toujours le sentiment que les campagnes de réélection sont des campagnes qui sont quand même souvent assez décevantes. Alors celle-ci est particulière, frustrante à cause de la succession des crises sanitaires et en Ukraine, mais les campagnes de réélection, c'est des campagnes défensives, donc au fond, on voit bien, soit vous avez un candidat qui peut faire la maille face au président sortant, et là ça fait un match, c'est Hollande-Sarkozy. Hollande finalement réussit sa principale promesse et peut-être l'unique que les Français attendaient de lui, c'est-à-dire battre Sarko. Oui, c'était le vote contre. Ça tire bas. Soit vous avez Jacques Chirac qui gagne sur un coup de bol quasiment. C'est 2002 et franchement la campagne de 2002 c'était pas terrible, je peux vous le dire, parce que moi je dis toujours 2022 on n'est pas loin. Et là on voit bien c'est une campagne défensive, il n'y a pas de grandes idées. Il y a une primaire sauvage à l'extrême droite. Bon, ça amuse beaucoup les journalistes. Je suis pas sûr que ça passionne les Français. La gauche est dans les choux parce qu'elle a pas de candidat. Et Macron a un boulevard. Alors, pour Valérie Pécresse, en tout cas, ce programme d'Emmanuel Macron, c'est du plagiat. Et elle va plus loin sur le rapprochement dont on a parlé, confession entre eux, surtout sur le fait que le président s'est dit ouvert quant à la possibilité de la prendre comme Premier ministre. Moi, président de la République, je ne le prendrai pas comme ministre. Ministre de l'Intérieur avec 32% de hausse des violences. Ministre de l'Immigration avec 272 000 titres de séjour délivrés. Ministre de l'Énergie avec l'abandon du nucléaire. Ministre de l'Agriculture avec le programme de la ferme à la fourchette. Ministre de l'Économie avec 1000 milliards de dettes. Où voulez-vous qu'on le prenne? Moi, mon programme, ce sera un programme courageux de réforme qui rétablira l'autorité, qui réduira la dette et qui fera les réformes. On est quoi là dans le je t'aime moi non plus? Non, mais disons qu'elle a été piquée par l'attaque de Macron qui l'a renvoyé dans ses buts et qui s'est un peu moqué. Bon, voilà, mais c'est la campagne, donc il va pas non plus lui dire bravo ma chérie, il va pas lui dire ça. Donc il l'attaque et il la ramène à son niveau. Elle est à 10 points, il est à 30. Bon voilà. En même temps, je pense qu'elle corrige le tir aujourd'hui, c'est-à-dire hier les Républicains se sont trompés dans leur ils y sont allés sur le thème il a piqué nos idées. Cette réaction, c'est un permis de vote pour Macron. Et les lecteurs de droite, on sait qu'actuellement, il est extrêmement tenté par le vote Macron. Donc aujourd'hui, elle remet la digue et elle essaie de montrer que, de toute façon, Valérie Pécresse, dans les 24 jours de campagne qui restent, ce sera se différencier de Macron. Elle ne peut plus faire que ça. Je ne sais pas si ça peut marcher. Mais en tout cas, elle n'a plus que ça comme possibilité. Alors, autre réaction, celle de Marine Le Pen, justement, sur ce discours fleuve. Honnêtement, j'ai trouvé l'exercice assez poussif. On avait le sentiment qu'Emmanuel Macron se débarrassait d'une corvée. On ne sentait pas le plaisir qu'il pouvait avoir à concevoir un projet pour les 5 prochaines années. On a l'impression que tout ça a été fait à la va-vite. Et en réalité, sur l'ensemble du projet énoncé, tout ce qui est régressif, enfin tout ce qui est un recul, notamment social, est très précis, j'ai noté. En revanche, tout ce qui est présenté comme étant un progrès est extrêmement vague et extrêmement flou. Robin d'Angelo, est-ce qu'elle est sincère en disant tout ça? Bon, je pense qu'il la connaissait bien, qu'il la suivait quand même depuis de nombreux mois. Difficile de l'imaginer sincère, forcément là-dessus. Après, elle fait le job. C'est la campagne, ce que disait Bruno. Ouais. On va pas se faire de cadeaux. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est la campagne. Il n'y a qu'une place. Donc. C'est son adversaire. Ça lui rend un immense service de jouer contre lui, cette
cette campagne gelée est tout à son avantage puisque sa position finalement est fixée depuis 4 ans alors que tout indiquait qu'elle allait s'écrouler. Donc elle aussi d'une certaine façon elle a été aidée. Elle a été résiliente. Elle a été résiliente. Je sais pas si elle a été résiliente. Les conditions lui ont offert une forme de résilience. Le coup de Trafalgar de Marion Maréchal Le Pen, quand même, si on peut pas appeler ça de la résilience. Oui, mais là, je pense on l'affecte. Hein. Non, mais je pense que ce coup de Trafalgar a été aussi largement surévalué pendant un temps. Je suis pas si sûr que Marion Maréchal soit l'égérie que la droite attende en réalité. Ça, c'est le récit d'Éric Zemmour. Ça, c'est Éric Zemmour qui raconte ce storytelling parce qu'il a besoin aussi de raconter quelque chose. Sincèrement, quand on leur demande mais pourquoi Marion Maréchal, d'après vous, peut avoir cette capacité pour l'après 2022 de réunir les droites, ils sont là à dire c'est une femme et elle est jeune. Enfin, c'est quand même ça la seule chose qu'ils ont à dire. Donc moi, je suis d'accord avec Robin. J'ai toujours pensé que Marion Maréchal, à ce stade de sa carrière, était, à mon avis, assez surestimée, j'ose le dire. Qu'en plus, elle a plutôt échoué dans son école et là, elle se trouve une porte de sortie. Et par ailleurs, c'est surtout la star de Valeurs Actuelles, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans quel sens ? Dans le sens où je pense qu'elle ne représente qu'une niche de la droite. Je vois pas en quoi elle peut l'égérie de l'union des droites. Pour l'instant, en tous les cas, elle n'a pas fait la démonstration. Peut-être le fera-t-elle, mais pour l'instant, je dis que ce n'est pas le cas. Elle n'est pas majoritaire à l'intérieur des Républicains. Je suis pas sûr qu'elle aille au-delà d'une petite frange des Républicains. Même si les Républicains sont aujourd'hui dans le trou, ils sont plutôt partis, à mon avis, majoritairement vers Macron ou vers l'abstention que vers Éric Zemmour. En tous les cas, quand je regarde la répartition des électeurs de François Fillon dans les différents sondages qu'on a, en gros, il y en a beaucoup plus qui sont tentés par Emmanuel Macron que par Éric Zemmour. Ça veut dire que la droite est quand même plus modérée que plus radicale ou plus extrême. Je crois. Ouais. D'ailleurs, à mon avis, quand on refera la campagne de la droite, parce que la campagne de Valérie Pécresse, c'est clair qu'elle est dans un toboggan. C'est joliment dit. Enfin, c'est joliment dit. Sans doute que son problème dit pour Valérie Pécresse, mais c'est bien trouvé, quoi. Non, mais sans doute que son problème à elle, finalement, c'est l'effet loupe de la primaire qui a sans doute mis Éric Ciotti à un niveau très élevé et du coup ils ont calqué la campagne sur pas Éric Zemmour, sur Éric Ciotti. Ouais, et on l'entend plus. Et voilà. Alors après, elle était obligée de tenir les deux bouts. Mais c'était fallait peut-être essayer de garder davantage les électeurs tentés par Macron que ceux tentés par Zemmour, qui sont moins nombreux. Alors, justement, on parle de Zemmour, et vous allez me dire, on n'a pas eu de débat un peu pimenté cette semaine. Si, c'était hier soir sur France 2, Éric Zemmour était l'invité de Élysée 2022, et son contradicteur était Yannick Jadot. Tout ça ne sert à rien, mais comme d'habitude avec les Verts. Les Verts s'abreuvent de grands mots, mais en vérité, il n'y a aucune conception de la réalité, du réel. La France, ça vous connaissez pas, ça. L'intérêt de la France, c'est quelque chose qui vous passe au-dessus. Mais attendez, vous êtes un internationaliste et un pacifiste, monsieur Jadot. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous savez. Vous citez toujours le général de Gaulle. Je pense que le général de Gaulle, depuis le temps que tout le monde le cite, il doit s'être retourné un paquet de fois. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'avec vous, il hurle. Ah oui. Monsieur Zemmour. Alors là, vous vous trompez. Je pense qu'avec vous, il hurle. Parce que l'Europe que vous portez, c'est pas celle du général de Gaulle qui serre la main à Adenauer pour construire notre puissance collective. L'Europe que vous portez, c'est celle de Pétain et Hitler à Montoire. J'ai beaucoup hésité à débattre avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours, quelques semaines, vous m'avez traité de juif de service. Oui. Et vous avez montré là votre vrai visage. C'est-à-dire le visage non seulement d'un raciste, mais en plus d'un allié des islamistes. Aujourd'hui, est-ce qu'on tue au nom de Hitler ou d'Allah Akbar ? C'est vous, les alliés des antisémites. C'est vous qui protégez les islamistes qui tuent les juifs. Monsieur. C'est vous, monsieur. Jamais, monsieur. C'est vous, monsieur Jadot. Jamais. Alors ne donnez pas de leçons. C'est facile d'être résistant 80 ans après. Mais il ne faut pas être collabo aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes. Bon, la parole est à Robin d'Angelo, qui connaît bien Éric Zemmour. Vous l'avez bien retrouvé, là, il est dans sa campagne ? Oui, il est dans sa campagne, mais voilà, c'est aussi l'écueil de ce genre d'exercice pour lui. Ça s'est passé avec Pécresse en début de semaine, ça s'est repassé hier. C'est qu'on en vient tout de suite à des débats où on est presque au niveau de l'insulte. Ça part très loin. Ça part très très loin, c'est ultra clivant et effectivement, c'est toute la limite de l'exercice pour lui. Voilà, c'est d'ailleurs intéressant quand on compare
avec Le Pen, qui, par exemple, chez Hanouna mercredi, n'a pas voulu débattre avec Quatennens pour ne pas justement être renvoyé à l'extrême gauche contre l'extrême droite. Donc voilà, qui est toute la stratégie de recentrage de Le Pen. Zemmour, lui, il fait l'inverse, et puis à chaque fois qu'on va débattre avec lui, ça va partir comme ça. Elle a préféré Jadot, du coup. Elle a préféré Jadot, parce que Jadot est... Et Zemmour a préféré Jadot aussi. Zemmour a Tout le préféré monde s'est retrouvé en face de Jadot. Exactement, en fait. sauf que effectivement, sauf que avec Zemmour, mais on l'a même vu, même quand il débat avec Pécresse, c'est presque du niveau de l'insulte, quoi. Enfin. Bruno Jeudi pour Paris Match. Une opinion sur. Non, je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, il est un peu enfermé dans son propre personnage, et les 3 dernières semaines de campagne sont compliquées pour lui. D'abord, il a été, moi je dis toujours, sa campagne est fauchée par la guerre en Ukraine. On en a parlé ici, entre la poutinisation de la campagne. C'est lui qui a pris la foudre pour tous les autres, parce qu'il n'était pas le seul. Marine Le Pen, elle était aussi la grande alliée de Vladimir Poutine, mais c'est lui qui a pris pour tout le monde. Après, il y a eu aussi ses propos sur les réfugiés, il a un peu hésité, bref. Donc du coup, il est un peu coincé par ça, et puis surtout, je trouve que aussi bien sur TF1 que face à Pécresse, il marque le pas. Là, on a l'impression qu'il a un peu de mal à élever le niveau, à essayer de... Parce que le problème, c'est que lui, il n'avait pas misé sur une campagne où on parlerait de pouvoir d'achat, de choses comme ça, et là, il se retrouve... Mais comment ça, il a pas... Enfin, je veux dire, c'est normal, pardon... Encore une fois, on a un âge canonique, mais c'est normal qu'on parle de pouvoir d'achat. Non, mais je suis d'accord. Oui. L'Ukraine a remplacé le grand remplacement. Oui. Et le pouvoir d'achat. C'est ce que dit Philippe de Villiers. Oui, dans absolument. votre article. Et le pouvoir d'achat, et il a raison. Et le pouvoir d'achat est au centre de. C'est la première préoccupation des Français. Après, là, je pense qu'il y a aussi peut-être un biais sur le constat. C'est qu'Éric Zemmour n'a jamais voulu être président de la République. Encore au mois de novembre. C'est pas le moment de dire ça parce que. Il y a 13% qui lui accordent sa confiance. Évidemment, mais en vrai. De vote dans le dernier rolling. Au mois de novembre, quand il était dans son trou au moment de son voyage à Londres, moi je me souviens d'une discussion avec lui où je le titille un petit peu, ça va mal quand même, vous êtes presque à moins de 10, et finalement sa réponse était de toute façon c'est pas grave, j'ai déjà gagné, j'ai imposé mon thème de campagne. Mais il voulait quand même être au deuxième tour. Il voulait, parce que moi quand moi je me souviens au mois de décembre, j'avais déjeuné avec lui et il préparait son débat de deuxième tour, c'était son objectif. Et là, finalement, Marine Le Pen, il pensait qu'elle s'effondrerait. Ça n'a pas été le cas. Donc, mais c'est du bonus pour lui. Je pense qu'il reste dans une optique de métapolitique qui est donc de celle de jouer un peu d'aiguillon pour le débat politique en général. On va reparler d'Éric Zemmour puisque c'est justement le thème de cet article de Paris Match. Les chimères d'Éric Zemmour, on en parle dans un instant avec Arthur Delaborde d'Europe 1, Robin d'Angelo du Journal du Dimanche et Bruno Jeudi de Paris Match. Restez avec nous, c'est la semaine politique. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.